Bonjour à toutes et à tous. Alors vous l'avez vu, j'ai déplacé ce tableau puisque a priori ça me faisait des oreilles et pour certains c'était dérangeant au cours des vidéos, donc je l'ai changé de place tout simplement. Bref, en tout état de cause, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle histoire, ce nouveau récit. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux et on discute tous ensemble. Et bien sûr, il y a le lien de la chaîne Twitch également en description. Voilà qui est dit, et désormais, plongeons dans l'affaire du jour. Nombreuses sont les familles à travers le monde qui décident d'engager un exode pour trouver une terre plus accueillante. Et c'est précisément cette raison qui pousse la famille Lin à quitter leur terre natale qu'est la Chine pour rejoindre l'Australie. 5 membres constituent cette famille. Le mari d'abord, Min, âgé de 45 ans, sa femme, Lily, 43 ans, leur fille Brenda, âgée de 15 ans, et leurs 2 fils, Henry, âgé de 12 ans, et Terry, de 9 ans. Et comme je vous le disais auparavant, Min et Lily ont pris la décision de franchir le cap de l'expatriation et d'aller vivre désormais à Sydney. Et lorsqu'ils arrivent sur place, la vie australienne n'est pas aussi réjouissante que ce à quoi ils s'attendaient. Et très vite, les difficultés financières vont émerger. Mais Lily n'est pas du genre à abandonner, et elle veut absolument que ses enfants grandissent en Australie. Elle va alors prendre la décision de monter une petite épicerie. Vous savez, le genre de magasin qui reste ouvert 24 heures sur 24 et qui nous arrange particulièrement lorsqu'on sort à 4-5 heures du matin. Enfin bon bref. Mais Lily, dans cette épreuve qu'est la constitution d'une entreprise et sa pérennité, n'est pas seule, puisqu'il y a Min, et Min met du cœur à l'ouvrage. Il se rend tous les jours dans le magasin pour y travailler, il ne prend absolument aucun jour de repos, et même lorsqu'il pourrait en avoir, eh bien il vient tout de même pour exercer son activité sur le lieu de travail. Les parents s'acharnent sur cette petite entreprise familiale, ils souhaitent qu'elle prospère et qu'elle génère assez de revenus pour mettre à l'abri la famille. Et cela fonctionne, puisque le magasin, à terme, va finir par rapporter chaque année 1 million de dollars de recettes. Un succès incroyable, digne des plus belles histoires et bâti uniquement à la force des bras des parents de la famille Lin. Bien que les difficultés financières soient derrière eux à présent, la famille ne dépense pas son argent n'importe comment, et vit tranquillement dans une petite banlieue de Sydney qui s'appelle North Epping. C'est d'ailleurs un secteur où se retrouvent pas mal d'autres membres de la famille. D'ailleurs, Min va même faire venir ses parents en provenance de Chine vers l'Australie et leur acheter une maison à peu près 30 minutes de là où ils se trouvent. Mais les parents les plus proches en termes de distance, c'est la sœur de Min, Cathy, et son mari Robert qui vivent à peine 3 minutes. À peine 300 mètres séparent les deux maisons, et ce n'est pas là une coïncidence, c'est volontaire de la part de la famille Lin de se retrouver les uns à côté des autres pour, en cas de besoin, se soutenir. Et ça, retenez-le bien. Le vendredi 17 juillet 2009, toute la famille Lin se rend chez les parents de Min, à peu près donc à 30 minutes de la maison, pour y dîner comme ils le font chaque vendredi. Mais exceptionnellement, ce jour-ci, la famille n'est pas au complet, puisque Brenda, la jeune fille âgée de 15 ans, ne se trouve pas en Australie. Elle se trouve en France, en Nouvelle-Calédonie. La jeune fille a la chance de profiter d'un voyage scolaire qui l'emmène dans les îles françaises. Et hormis cette absence, rien d'anormal n'est à signaler, et une fois que le dîner est terminé avec les parents de Min, toute la famille retourne à la maison. Nous sommes le lendemain, le 18 juillet 2009, lorsque le téléphone de Cathy se met à sonner sans cesse. Et pour cause, le magasin n'est pas ouvert et ce sont là des clients en train de se plaindre. De plus, il s'agit d'un samedi matin, un jour de très forte affluence, et il n'est pas normal que le magasin ne soit pas ouvert, puisqu'habituellement, eh bien Min y est pour assurer justement l'ouverture. Aussitôt, Cathy saisit que la situation est inquiétante, et elle se dirige immédiatement à 300 mètres de son domicile, vers la maison de la famille Lin. Accompagnés de Robert, son mari, ils font d'abord le tour de la maison pour voir s'il n'y a personne à l'extérieur. Puis, ils se rendent compte que la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Ils entrent dans la maison et commencent à appeler les membres de la famille. Ils n'obtiennent aucune réponse, mais lorsqu'ils pénètrent dans le domicile, ils constatent qu'il n'y a rien d'anormal. Il y a toujours les chaussures à l'entrée, il y a les sacs à dos des enfants, et il y a un bol où il se trouvent les clés de la maison. Ils s'apprêtent à repartir, mais Cathy décide tout de même d'aller vérifier l'étage pour s'assurer qu'il n'y a personne. Elle se rend dans la chambre principale, celle des parents, elle ouvre la porte, et à ce moment-là, Robert entend un cri strident. Cathy est horrifiée par ce qu'elle vient de découvrir. Cathy fait face au corps inanimé de sa sœur, qui semble morte, au vu de la quantité de sang qui l'entoure,
et des blessures qui apparaissent sur son crâne. Elle semble avoir été matraquée à mort par un objet tel qu'un marteau. Cathy passe dans une autre pièce, une autre chambre, et elle découvre Irène, sa sœur, à elle et Min. Celle-ci venait fraîchement d'arriver en Australie en provenance de la Chine et vivait avec la famille en attendant de s'établir. Et malheureusement, ce funeste destin est similaire pour les jeunes enfants que sont Henri, âgé de 12 ans, et Terry, de 9 ans, tous deux matraqués à mort également et gisant dans une mare de sang. Ce sang, d'ailleurs, recouvre les murs, il recouvre le sol, il y en a absolument partout, comme si les personnes attaquées avaient essayé de se défendre et de lutter contre leur agresseur. Mais toute la famille Lynn a bel et bien été massacrée. Hormis, bien entendu, Brenda qui, vous vous en souvenez, est à ce moment en Nouvelle-Calédonie française. Après cette macabre découverte, la police et les secours sont appelés par Cathy. Et lorsque ceux-ci arrivent, c'est elle-même qui va les accueillir. À cet instant, celle-ci est seule, puisque Robert est parti prévenir les parents de Min à une demi-heure de route de là. Les ambulanciers pénètrent dans la maison et observent la scène de crime. Et très vite, le bilan est qu'il n'y a personne à sauver, tout le monde est mort. C'est donc au tour de la police d'inspecter minutieusement le domicile de la famille Lynn. Et un constat ressort très rapidement. L'ensemble des membres qui ont été tués semble l'avoir été dans leur sommeil. Et le corps de Min, le père, n'a pas encore été retrouvé. Et la police suspecte que celui-ci pourrait être le meurtrier et avoir pris la fuite après ces actes terribles. Les agents de police discutent de cette hypothèse entre eux, lorsque Cathy les interpelle et leur indique d'observer sous les draps de la chambre principale. Les policiers s'exécutent, et en effet, ils retrouvent le corps inanimé de Min. Celle-ci justifie cette remarque en expliquant qu'elle avait le sentiment que son frère se trouvait sous ses draps. Les policiers ne creusent pas plus, puisque Cathy semble être en état de choc, et elle a très bien pu avoir observé une forme sous les draps, ou avoir vu Min auparavant et ne s'en souvenir que maintenant. En approfondissant les recherches sur la scène de crime, la police va trouver quelques indices, et notamment une empreinte de pas d'une taille d'environ 43. D'autres traces de chaussures similaires vont être retrouvées et la police estime donc qu'il n'y avait qu'un seul tueur. Et une chose curieuse qui va attirer l'œil des agents de police est l'absence de traces de pas dans la chambre de Brenda. Le tueur, qui a parcouru toutes les chambres de la maison pour aller abattre ses victimes, n'a pas pris la peine d'entrer dans la chambre de Brenda, comme s'il savait que celle-ci n'était pas présente. D'autre part, aucune trace d'effraction n'a été relevée par les enquêteurs, ce qui signifie selon eux que le tueur a été invité à entrer ou bien qu'il avait une clé de la maison. Quant à l'arme du crime, celle-ci n'a pas été retrouvée. Les enquêteurs, et après l'analyse des corps et des blessures, comprennent évidemment que ce qui a tué les victimes était un objet contondant du style marteau. Mais les coups mortels portés à la tête des différents membres de la famille ne sont pas la seule cause de mort, puisque certains sont décédés de pression au niveau du cou et par asphyxie. Certains ont donc probablement été d'abord étranglés avant d'être battus. Selon la police et au vu de la scène de crime, les parents ainsi qu'Irène ont été abattus en premier, puis les enfants en second lieu. Et a priori, au moins un des deux enfants était éveillé au moment où il a été exécuté, puisqu'il y a des traces démontrant un signe de défense. Malgré une étude minutieuse du domicile de la famille Lynn, les agents de police ne retrouvent pas d'empreintes digitales exploitables. Les seules retrouvées sont des empreintes tachées et étalées, signifiant que le tueur portait des gants. Enfin, après avoir réalisé son acte criminel, le tueur serait repassé par la porte d'entrée sans la verrouiller. Brenda découvre le sordide destin qui a frappé sa famille par le biais d'un ami qui consultait les informations sur Internet, et elle reconnaît à ce moment une photo de sa maison. C'est en déroulant cet article qu'elle découvre la mort de toute sa famille. La jeune adolescente est immédiatement placée dans le premier avion à destination de l'Australie pour rejoindre sa tante Cathy et son oncle Robert. Ces derniers deviendront par ailleurs les tuteurs légaux de Brenda et reprendront également la supérette, la petite épicerie que la famille Lynn exploitait. Entre-temps, la police poursuit ses investigations, et la théorie du cambriolage est rapidement écartée puisqu'aucun objet n'a été dérobé. Le procédé pour abattre les personnes dans cette maison aussi laisse penser aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir plutôt de quelque chose de personnel. La poursuite de l'enquête va dévier vers les proches de la famille, et les policiers vont décider d'interroger Cathy et Robert. Et il semblerait que Robert était un médecin en Chine, mais les policiers vont devoir le croire sur parole,
n'ayant pas pu trouver d'éléments confirmant cette information. Au cours de l'année 2006, néanmoins, Robert décide de quitter la Chine pour se rendre en Australie et plus précisément dans la ville de Melbourne. Avec sa femme Cathy, il décide dans cette même ville et en 2006 toujours d'ouvrir une petite entreprise, un restaurant. Toutefois, celui-ci ne connaît pas le succès escompté et ils vont devoir le fermer pour par la suite déménager à Sydney où il se retrouve au chômage depuis. Cet historique de Robert et Cathy tendent les policiers à croire que celui-ci a peut-être tué la famille Lynn par jalousie. Et il cible principalement Robert puisque lors des interrogatoires, Cathy, elle, reste très calme et répond normalement aux questions des policiers. Tandis que l'homme, en revanche, est très agité et se sent mal à l'aise apparemment. Il bégaye dans ses explications, il esquive le regard de ceux qui l'interrogent et il se frotte les mains de façon frénétique. Qui plus est, son alibi n'est pas des plus solides, puisqu'il explique que le soir des meurtres, il a regardé la télévision à la maison, a pris un bain et puis est allé se coucher. Cathy vient confirmer cette version. Les policiers, néanmoins, n'ayant pas de preuves pour casser les dires de Robert, se contentent de l'écouter et de prendre note. Et voilà que la situation devient particulièrement étrange, puisque Brenda, la jeune fille de la famille Lynn, vit désormais avec sa tante Cathy et son oncle Robert qui est ciblé par la police. Les agents, pour s'assurer de la sécurité de la jeune adolescente, vont prendre la décision de placer des caméras à l'intérieur du domicile de Cathy et de Robert. Ceci génère une surveillance vidéo 6 mois durant, au cours desquels la police va mettre la main sur des images intéressantes, puisqu'une bande vidéo montre Robert en train de découper une boîte de basket de la marque ASICS et de taille 43 pour la jeter dans les toilettes. Et le type de chaussures qui se trouve dans cette boîte aurait pu créer les marques qui se trouvent sur la scène de crime. Pourquoi est-ce que Robert découperait une boîte de chaussures pour la jeter dans les toilettes ? Ce comportement est étrange et met la puce à l'oreille aux policiers. Malgré tout, bien que ce comportement soit curieux, cela ne justifie pas une arrestation, et les policiers continuent de surveiller. Mais il faudra attendre quasiment 1 an pour obtenir des preuves matérielles cette fois-ci, et notamment une trace retrouvée dans le garage de Cathy et de Robert. En mai 2010, des prélèvements sont faits sur cette minuscule trace sur le sol dans le garage et est envoyée en laboratoire. Et les résultats sont perturbants, puisque l'analyse de la tache, trouvée dans le garage de Robert et de Cathy, je le rappelle, va révéler la présence de l'ADN de 4 des 5 victimes de la famille Lynn. Et ceci va enfin générer une arrestation, celle de Robert. Mais ce dernier va clamer son innocence et plaide non coupable dans cette affaire. L'accusation expose un crime possiblement lié à de la jalousie. Bien que Robert soit un médecin en Chine, il n'a pas réussi à maintenir à flot son petit restaurant lorsqu'il est arrivé en Australie, et s'en est suivi une longue période de chômage. Tandis qu'à 300 mètres de là se trouvait la famille Lynn qui avait réussi à exploiter à la perfection sa petite épicerie et générer des revenus élevés. L'absence d'effraction aussi laisse penser l'accusation que Robert pourrait être le meurtrier, d'autant plus que celui-ci détenait une clé de la maison de la famille. Le meurtrier n'ayant pas, non plus, pris la peine de vérifier la chambre de Brenda, laisse supposer que ce dernier savait que celle-ci était absente. Et Robert détenait cette information. Et puis, évidemment, il y a le modèle de chaussure qui a laissé les empreintes de pas sur la scène de crime, qui correspond à un modèle que détient Robert. Et aussi, vous vous en souvenez, la vidéo où on voit Robert en train de détruire un carton de chaussures contenant une paire de ASICS pouvant avoir laissé ses traces dans la maison. La minuscule tache de sang qui a révélé l'ADN de 4 des 5 victimes de la famille Lynn est aussi un élément à charge contre Robert, puisque celle-ci a été retrouvée dans son garage. Par ailleurs, lors des interrogatoires, Robert ne semblait pas à l'aise et il a donné des éléments contradictoires. Celui-ci a notamment indiqué qu'il avait vu le corps de Min, le père de la famille Lynn, sur le lit, alors même que, souvenez-vous, Cathy a simplement révélé plusieurs heures plus tard qu'elle avait le sentiment que celui-ci se trouvait sous un drap. Or, Robert, s'il ne savait pas que Min se trouvait sous ce drap, n'aurait pas dû avoir connaissance de la présence de son corps avant sa femme. Ceci est en effet contradictoire et perturbant. Mais le plus intriguant est que Robert ait pris la décision, le lendemain, d'appeler l'agent en charge de l'enquête pour justifier cette contradiction. Un comportement qui pourrait paraître suspect pour une personne innocente à première vue. Rappelons aussi que Robert, avant l'arrivée des secours et de la police, a décidé de prendre sa voiture pour effectuer les 30 minutes de trajet qui séparent la maison des parents de Min. Quelle raison a bien pu pousser Robert pour effectuer ce trajet? Il aurait pu tout simplement appeler et surtout
partir les chercher après que la police soit arrivée. Et pour les enquêteurs, la justification derrière ce départ précipité était en réalité la volonté de se débarrasser de l'arme du crime. Enfin, la défense détient le témoignage d'un détenu qui a échangé plusieurs fois avec Robert, et ce dernier lui aurait révélé des choses qui laisseraient penser qu'il était effectivement le meurtrier. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce témoin, un peu spécial puisqu'il est un détenu, a obtenu une réduction de peine grâce à ce témoignage. Avant d'attendre son verdict, Robert va devoir patienter durant 4 procès. Le premier procès ayant été avorté pour un motif d'abus sexuel. Car en effet, Brenda, durant les 2 années au cours desquelles elle a vécu avec Cathy et Robert, a été abusée par ce dernier. Cependant, l'adolescente n'a jamais révélé ses faits pour ne pas créer de problème à sa tante et ne pas envenimer la situation. Néanmoins, des amis de bon conseil lui ont suggéré de tout dévoiler puisque le jury aurait dû en prendre compte dans sa sentence. Rappelons aussi qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans la maison et ces attouchements ont été observés. Et la police australienne a considéré que ces attouchements n'en étaient pas à leurs yeux. Et ce serait pour cette raison qu'ils ne seraient pas intervenus. On peut légitimement penser que derrière tout ça, il y avait en réalité la volonté de trouver d'autres indices concernant le meurtre plutôt que d'interpeller Robert pour des cas et des faits d'agression sexuelle. Le deuxième procès sera annulé puisque le juge lui-même, qui doit rendre la sentence, souffrait de problèmes de santé. Le troisième, quant à lui, a vu son jury libéré, celui-ci ayant échoué à rendre un verdict unanime. Le procès final se tiendra en juin 2016, soit 8 ans après les meurtres, et une nouvelle fois, le jury ne va pas réussir à rendre un verdict unanime. C'est pour cela, et pour clore l'affaire définitivement, que le juge va indiquer qu'un verdict majoritaire serait suffisant pour condamner, ou non, Robert. Et le 12 janvier 2017, à 11 contre 1, Robert est reconnu coupable des 5 meurtres de la famille Lynn. 5 condamnations à vie sans possibilité de liberté conditionnelle seront appliquées à sa personne. Et au moment de l'énoncé de sa sentence, Robert n'a montré aucune émotion. Cathy, sa femme, continue de clamer son innocence. Rien n'y fait, Robert tentera bien un appel en 2021 et sa demande sera rejetée. Une affaire complexe, parce que bien que le faisceau d'indices indique qu'il s'agisse de Robert, il n'y a pas de preuve irréfutable de sa culpabilité. Je suis curieux de vous lire en commentaire, est-ce que Robert aurait dû être condamné avec ces preuves qui sont ce qu'elles sont? Tout semble le désigner, mais en même temps, rien ne le prouve directement. Et c'est là une affaire bien complexe, je trouve. J'espère que ce récit vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Les liens d'Instagram et de Twitch sont en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.